Welcome everybody to this panel on digital transformation and the impact of AI on the workforce. Pour amorcer la réflexion, j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Éric Kerr, ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale du Québec. Monsieur le ministre, depuis 2018, les chantiers gouvernementaux en matière de transformation numérique se multiplient. Je vous donne la parole pour nous les présenter. Merci, Monsieur Jacob. Merci beaucoup de cette opportunité. Merci de l'invitation. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'avoir l'opportunité de m'adresser à vous. Oui, effectivement, depuis 2018, les chantiers numériques se multiplient, mais il faut bien comprendre, et soyons totalement honnêtes, le gouvernement du Québec en matière de transformation numérique avait accumulé un certain retard, à défaut d'un retard certain. Et il est impératif pour nous non seulement de combler ce retard-là, mais que le gouvernement du Québec puisse devenir un leader exemplaire en matière de transformation numérique. Vous savez, la transformation numérique n'est pas un choix qu'on fait, c'est un mouvement sociétal dans lequel on s'inscrit. Et je pense que le gouvernement du Québec, comme toute autre organisation, doit s'inscrire dans ce mouvement-là. Et c'est la raison pour laquelle le premier ministre m'a fait l'honneur de me nommer au poste que j'occupe présentement de ministre délégué à la transformation numérique. Donc, une transformation numérique qui est basée sur 3 piliers fondamentaux. Ces 3 piliers étant évidemment la gestion de nos données, l'identité numérique et l'intelligence artificielle. Pourquoi ces 3 piliers-là? Bien, d'abord parce que fondamentalement, l'identité numérique, dans un univers numérique, on s'entend que cet univers-là est créé pour un citoyen numérique et un citoyen numérique doit pouvoir compter sur une identité numérique qui est robuste, qui est sécuritaire et qui est conviviale. Et j'insiste là-dessus parce que la porte d'entrée du monde numérique, des services numériques, c'est l'identité numérique, c'est cette capacité pour une organisation comme le gouvernement du Québec de fournir une identité numérique qui est sécuritaire. Sécuritaire parce que la confiance, elle est fondamentale dans la transformation numérique. Si les citoyens n'ont pas confiance aux services numériques, évidemment, en l'univers numérique, ben, ils vont pas y aller. Bien évidemment, ils ne vont pas consommer ces services-là et la transformation numérique, à ce moment-là, n'a plus d'objet. Convivial parce que, bon, actuellement, le gouvernement du Québec utilise des technologies qui sont désuètes en matière d'identification et d'authentification et d'identification. Donc, avec pour effet de décourager le citoyen. C'est complexe, le citoyen ne s'y retrouve pas et donc c'est évidemment encore une fois une hypothèque parce que la première étape, comme j'ai dit, la porte d'entrée des services numériques, c'est la capacité de s'identifier, de s'authentifier. Et si on ne fait pas ça de façon conviviale et en toute confiance, dans un cas comme dans l'autre, le résultat, c'est un citoyen qui ne bénéficie pas, qui n'utilise pas les services numériques et encore là, la transformation numérique ne peut pas se faire dans un tel contexte. Les données, la transformation numérique, et surtout, puis je vais aborder cette question-là en dernier, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, les fondations de la transformation numérique, c'est la mobilité de la donnée. C'est notre capacité à utiliser les données dont on dispose et de le faire de la façon la plus souple, la plus agile possible. Or, malheureusement, le gouvernement du Québec, on parle de 300 organismes qui relèvent du gouvernement du Québec et qui ont chacune cette responsabilité de collecter et de conserver les données dont elles ont besoin pour la prestation de services, mais de le faire en silo. Alors, je vous laisse imaginer la situation hypothécante que ça représente, ne serait-ce que pour le partage des données, ne serait-ce que pour l'intégrité de la donnée, pour éviter les doublons, pour s'assurer d'avoir une donnée qui est oui, confidentielle, mais qui est accessible et qui est intègre, c'est à peu près impossible. Donc, on se lance dans ce vaste chantier qui fait en sorte que maintenant, au lieu que chaque organisme soit titulaire et responsable de sa donnée, on travaille avec une vision gouvernementale. Donc, une donnée qui est collectée par un organisme qui relève du gouvernement du Québec ou qui agit au nom du gouvernement du Québec, cette donnée-là, d'emblée, appartient au gouvernement du Québec. Et il va appartenir à une entité centrale de la gérer au nom de l'ensemble de tous les organismes. Ça donne une flexibilité, ça donne une accessibilité, ça donne une disponibilité à la vie qui est sans précédent, et qui va faire en sorte justement d'avoir cette intégrité et cette accessibilité-là de la donnée qui est fondamentale
au traitement et à l'utilisation et à la valorisation de cette donnée-là, qui sont, comme je le répète, les fondements de la transformation numérique. Le dernier pilier, l'intelligence artificielle, bien évidemment, vous comprendrez que la donnée et l'intelligence artificielle sont indissociables. Je pense, besoin de vous expliquer ça, c'est évident pour tout le monde. Maintenant que cette donnée-là est disponible, qu'elle est intègre, qu'elle est accessible, avec l'intelligence artificielle, avec les applications de l'intelligence artificielle, beaucoup d'interventions humaines répétitives ne sont plus nécessaires. On peut commencer à travailler de la donnée massive, de la donnée, qu'elle soit organisée ou non organisée. On peut avoir ce traitement-là massif. Donc, on peut aller chercher beaucoup de performance, beaucoup d'efficience au niveau du traitement de la donnée, de la valorisation de la donnée et de notre capacité à poser les bons gestes au bon moment en temps réel. Comme moi, vous avez vu ces cas peut-être un peu malheureux au niveau de la santé où cette accessibilité-là a fait défaut avec des conséquences où les décideurs prennent des décisions, mais sans avoir nécessairement un portrait qui est vraiment réel et intègre et actuel en temps réel de la situation. Beaucoup de services sont extrêmement complexes parce que beaucoup trop de processus inutiles. On demande à nos concitoyens souvent d'être l'intermédiaire entre deux organisations gouvernementales. Qui va aller chercher le certificat de naissance à l'État civil pour le donner à un autre organisme du gouvernement du Québec? Mais pourquoi ces organismes-là ne se parlent-ils pas? Pourquoi cette interaction-là avec les citoyens? Pourquoi le citoyen devient un intermédiaire entre deux organismes du gouvernement? Donc, tout ça, par la mobilité de la donnée, par l'utilisation de l'intelligence artificielle, beaucoup de processus d'informations dont on dispose déjà qu'il ne serait pas nécessaire de redemander à chaque fois aux concitoyens, beaucoup d'authentification de documents qui sont produits par le gouvernement et qui sont demandés par d'autres entités du gouvernement sans avoir à passer par l'intermédiaire du citoyen à qui on vient de complexifier l'existence, à qui on vient de rendre le système vraiment très complexe par l'utilisation de l'intelligence artificielle d'une façon à optimiser le potentiel de l'intelligence artificielle sur de la donnée mobile. Donc, le gouvernement du Québec, avec un comité consultatif pour lesquels des représentants de l'ensemble de la société, autant les entreprises, autant les milieux de recherche, milieux académiques, qui ont été représentés au sein de ce comité, nous ont guidés à développer une stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle que j'aurai le plaisir de déposer au début de 2021 et qui va compléter ce trio-là dont je vous ai parlé. Évidemment, je m'en voudrais de ne pas conclure en parlant de la trame de fond de tout ça, qui est la cybersécurité. Le gouvernement du Québec, j'ai eu l'occasion, au nom du gouvernement du Québec, de déposer la première politique de cybersécurité en mars dernier, duquel découlent plusieurs mesures clés que nous sommes à mettre en place parce que je parlais de confiance tout à l'heure. Ben, évidemment, la confiance, c'est aussi notre capacité à nous protéger de ces pirates, de ces cyberattaques. Et encore là, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle extrêmement important dans notre capacité de défense, dans nos processus et nos mécanismes de défense contre les cyberattaques. Et donc, ça fait évidemment partie du tableau d'ensemble. Donc, les trois piliers sur lesquels on base notre transformation numérique, l'accélération de notre transformation numérique, avec une trame de fond évidemment très importante sur notre capacité en cyberdéfense que nous sommes à mettre en place. Donc, je vous remercie de votre attention et évidemment, je suis prêt à écouter vos questions et y répondre au mieux de mes capacités. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette introduction qui présente clairement les enjeux centraux de la transformation numérique au Québec. Pour poursuivre les échanges sur ce sujet, je suis heureux d'être entouré de panélistes qui ont une expertise reconnue dans le domaine et qui pourront nous présenter des perspectives complémentaires. Madame Cathy Bègue, vous êtes présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Merci d'être avec nous. Monsieur Bernard Labelle, vous êtes vice-président exécutif et chef de direction des ressources humaines de CGI. Je vais être partisan un bref instant pour souligner que vous êtes également diplômé de l'Université Laval. Bienvenue parmi nous, Monsieur Labelle. Enfin, merci. Bonjour. Monsieur Wyckoff, vous êtes directeur de la direction de la science, la technologie et l'innovation de l'OCDE. Welcome, Andrew. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. L'intelligence artificielle, l'automatisation, les technologies numériques sont présentées comme des possibilités de créer
de nouveaux modèles d'affaires, d'améliorer la productivité, d'améliorer l'efficacité des organisations. Madame Beg, pourriez-vous nous donner des exemples concrets d'impact réel de l'intelligence artificielle ou de la robotique dans les milieux de travail? En fait, il y en a tellement que ça a été difficile de faire un choix. C'est important déjà à la base de penser que intelligence artificielle égale pas toujours robot. Parfois, on fait cette association-là, puis c'est plus que des robots, l'intelligence artificielle. Donc, si on prend certains domaines en industriel, par exemple, donc pour ceux qui travaillent dans ces milieux savent qu'on fait beaucoup d'inspections de produits avant de les relâcher. Donc, on voit beaucoup d'applications en intelligence artificielle pour faire ces inspections-là. Le ministre en parlait, les manœuvres répétitives. Donc, à titre d'exemple, Data Performer a mis en place un robot automatisé pour inspecter en milieu agricole, un autre milieu où il peut y avoir beaucoup d'intelligence artificielle. On sait d'ailleurs des études qui montrent que d'ici 2025, il va y avoir une pénurie d'environ 15% de la main-d'œuvre. Donc, un exemple, la Pâle Conception avec l'INO, donc l'Institut national d'optique, ont développé le robot SAMI. Et donc, ce robot-là est en mesure de récolter, par exemple, des brocolis, de voir s'il est prêt, il est mûr pour être cueilli, et ainsi de suite. Donc, dans le milieu agricole, nombreux sont les exemples. En transport, donc, j'ai choisi les tours de contrôle. Donc, on sait que c'est un travail pas facile dans les tours de contrôle. Donc, on a de plus en plus de plateformes qui viennent aider les gens dans les tours de contrôle pour détecter les mouvements qu'il y a dans les zones névralgiques, les zones mortes sur les pistes d'atterrissage. Dans le milieu minier, pour affiner le cuivre, la compagnie Glencore devait faire la vérification de ce qu'ils appellent des plaques mères. Ils en faisaient 75 000 par semaine. Ils ont été en mesure, avec l'Institut de recherche, de mettre au point un robot qui est capable de faire la lecture de cette plaque-là. Et donc, c'est 75 000 lectures maintenant qui sont faites par des robots. Dans le bâtiment, ça s'appelle la compagnie Brainbox AI, qui a mis au point un des premiers systèmes autonomes pour la gestion de la qualité de l'air dans les bâtiments. J'aurais pu continuer comme ça sur plein d'autres exemples en santé et autres, mais je pense qu'ici, on voit que la numérisation, l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là commencent à prendre de plus en plus de place dans différentes industries. Donc, voici quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Merci beaucoup, Madame Beg. C'est important d'avoir ces éléments concrets. Puis, je vous écoutais, puis effectivement, la liste pourrait être longue. Je voudrais quand même laisser la parole à Monsieur Labelle pour peut-être encore allonger un petit peu cette liste pour voir vraiment quelles sont toutes ces potentialités de l'intelligence artificielle dans le milieu de travail. Oui, merci. Mais je pense que comme Madame Beg l'a mentionné, tous les secteurs d'activité économique sont un peu là-dedans, n'est-ce pas, font face à des opportunités de robotisation. Comme on l'a dit, un robot, c'est pas toujours. On a un peu l'image de ce qu'on voit à la télé dans les industries automobiles où on voit un robot physique littéralement construire l'automobile. Nous, évidemment, dans le domaine des technologies de l'information, on a aussi des robots qui sont des logiciels qui permettent soit d'amener de l'intelligence artificielle, soit de robotiser, entre guillemets, des activités répétitives. Et comme CGI a des clients dans tous les secteurs d'activité économique, que ce soit les gouvernements, les banques, les manufacturiers automobiles, les compagnies d'assurance, dans l'industrie aussi, en général, eh bien, nous aidons effectivement nos clients à développer des robots. Pour vous donner quelques exemples, dans le secteur gouvernemental, nous avons quelque chose de tout à fait d'actualité avec la COVID-19. Nous avons travaillé avec le gouvernement de la Colombie-Britannique à développer des robots pour accélérer l'accès à l'information, créer des chatbots où on peut à la fois échanger et recueillir des données sur le type de questions qui sont posées. Dans le secteur bancaire, avec des joueurs majeurs au Canada, on a automatisé des centaines de processus de gestion bancaire pouvant traiter des centaines de milliers de requêtes et ça dans des délais aussi courts que quelques semaines. Donc, on a la possibilité, évidemment, d'accélérer et d'aider ces entreprises-là à faire des gains d'efficacité et de productivité très significatifs. Et même chose dans le secteur automobile, où on a développé des centaines de robots au cours des dernières années pour des manufacturiers qui sont dans les 5 plus grands manufacturiers au monde, qui sont aussi dans cette course-là. Donc, le phénomène de digitalisation et d'automatisation, c'est vraiment quelque chose qu'on voit partout présentement.
Oui, effectivement, Monsieur Labelle, et ce qu'on peut observer, c'est que les potentialités affectent tous les milieux de travail pour pouvoir tirer parti des possibilités qui sont offertes par le numérique, par l'intelligence artificielle. Néanmoins, les entreprises, les organisations doivent se transformer, doivent transformer leurs activités. Et pour y parvenir, il est nécessaire, il est essentiel de pouvoir investir dans le développement, le renforcement des compétences des employés. Monsieur Kerr, du point de vue du gouvernement du Québec, le développement des compétences, c'est un chantier majeur du gouvernement. Quelles sont, selon vous, les compétences les plus importantes pour réussir dans cette économie numérique? Écoutez, elles sont multiples et c'est la raison pour laquelle le gouvernement du Québec a signé une entente avec l'Université Laval. Je vous entendais tantôt louanger l'Université Laval. Je veux joindre ma voix à la vôtre. Nous avons au Québec plusieurs grandes universités. Ceci étant dit, là, je voudrais pas avoir l'air trop partisan, mais pour un gars de Québec, l'Université Laval a peut-être une petite place privilégiée. Mais ceci étant dit, on a signé une entente avec l'Université Laval pour créer ce que nous appelons l'Académie de transformation numérique, qui justement permet notamment aux employés du gouvernement d'aller chercher cette montée en compétences-là dans différents secteurs parce que, comme vous le savez, les compétences en numérique sont soit des compétences qui peuvent être liées à l'utilisation d'une technologie en particulier, ça peut être une formation au niveau collégial, ça peut être une formation au niveau universitaire, ça peut être un joyeux mélange de ces trois nécessités-là. Donc, c'est important pour nous de mettre en place une académie qui permettrait justement d'avoir à la carte ces différentes formations-là pour permettre vraiment d'être ciblé en fonction des différents besoins que le gouvernement du Québec peut avoir. Ça nous permet aussi, avec les différents investissements, notamment en intelligence artificielle que le gouvernement fait, ça nous permet de nous inscrire dans l'écosystème québécois qui se met en place. Vous le savez, Montréal a une réputation internationale. Nous sommes des leaders en intelligence artificielle. Le gouvernement du Québec veut soutenir cette situation-là, évidemment, mais ce qu'on souhaite au gouvernement du Québec et ce qu'on fait peut-être de nouveau, c'est justement d'établir ces ententes-là avec ces grands joueurs-là de l'intelligence artificielle notamment, mais de l'innovation en général, en ayant cette capacité-là de travailler avec l'écosystème. Nous avons mis en place le Centre québécois d'excellence numérique, dont le rôle est justement de rester bien connecté, parce que malheureusement, dans le passé, le gouvernement avait peut-être ce réflexe-là de travailler en autarcie, d'avoir une espèce de mur de Chine entre l'administration publique et l'entreprise privée, les milieux académiques, les milieux de recherche. Donc, on veut briser ce mur-là, on veut être un partenaire parce que la transformation numérique, c'est le partage, c'est la co-création, c'est la capacité du gouvernement de s'inscrire comme un joueur très important, mais un joueur parmi tant d'autres. Et donc, d'aller chercher cette information-là. L'entreprise privée, c'est l'innovation. Le gouvernement du Québec n'est pas nécessairement l'organisation la plus innovante. C'est pas nécessairement son rôle non plus. Par contre, l'entreprise privée est innovante, doit être innovante. Et au Québec, on a des entreprises qui sont extrêmement innovantes et desquelles on peut apprendre beaucoup, avec qui on peut développer des partenariats et pour qui on peut être aussi une carte de visite. Donc, c'est à travers toutes ces mesures-là que le gouvernement du Québec veut s'assurer que ses employés ont cette nécessaire montée en compétences-là et le maintien de ces compétences-là, parce que, comme je le dis toujours, quand on veut être un expert, on étudie en histoire. Quand on veut être un éternel étudiant, on travaille en technologie de l'information. Merci, Monsieur le ministre. Andrew, could you please share with us your reflections on skills development? Yeah, thanks, Steve. And I guess I would just echo what the minister just got done saying, that I think it's these types of skills that we saw even before the COVID crisis hit, that 4 out of 10 jobs across the OECD in the last decade were in digitally intensive sectors. This is where the new jobs are going to be. But we also did an analysis that showed, thanks to AI and other technologies, some of these jobs are going to be at risk. And we estimate about 14% of them were at high risk and another 32% at significant risk. And so
in general, what that means is half the labor force that's already out there beyond an institution, as he has referred to, is going to need some type of upskilling, reskilling, and development. And this goes particularly for government employees, as he's talked about. Now, STEM skills, science, technology, engineering, mathematics are important here, particularly for developing these tools. But our analysis shows it's really a different set of skills that you need for using them effectively. You don't need to be a Python programmer to use AI on the workplace. And these are more cognitive social skills that are about social and emotional skills, how to work in a group together, how to communicate, how to frame the problem right so the software can help you address it. And we find that contrary to a lot of Hollywood bad endings, you're not going to be necessarily displaced, but you're going to be working with these new tools. And in many cases, they're really going to enhance the job quality. It's going to get you out of routine, dangerous, and dirty work into things that are more where you're interacting with the customer and really applying more human characteristics that are hard for the technology to currently use. Just quickly, as we looked at this, it's about lifelong learning, as the minister has just described. And for that, you need to have good partnerships like the University of Laval, but also financial incentives to help people undertake some of this training, maybe a new type of accreditation system for some of the skills that you learn, because they're going to be a different type of skill that you want to be transferable from one job to another. And then the last, and I think this forum and others are doing a great job of doing it, it's about raising awareness that you do need to upskill. You just can't keep the same set of skills, particularly in an environment like the one we're in right now. Thank you, Andrew. On voit qu'il y a vraiment une convergence sur cette importance de la transformation des compétences. Monsieur Labelle, je vous poserai la même question, mais peut-être d'une double perspective, puisque chez CGI, il y a de l'importance de modifier, d'enrichir les compétences des employés de CGI, mais aussi de vos clients. Donc, quelle est la place des compétences dans vos activités? Tout à fait. Et je partage entièrement les propos des autres membres du panel sur cette question. C'est une question extrêmement importante. Et chez CGI, nous avons développé notre propre académie interne, un peu du type de celle que M. Kerr décrivait, pour justement rendre accessible l'ensemble des contenus de formation à nos 76 000 professionnels qui sont répartis dans une quarantaine de pays. Donc, nous avions besoin évidemment d'une plateforme extrêmement robuste, multilingue, etc. pour faire ça. Ce qui est très important lorsqu'on travaille avec nos clients, et pour moi, c'est la clé quand on parle du développement des compétences, c'est de s'assurer que nos gens développent à la fois leur connaissance des secteurs économiques dans lesquels ils travaillent avec leurs clients que des technologies. Alors, compléter des mandats ou des projets de robotisation ou d'automatisation dans le secteur bancaire, c'est différent que de le faire dans le secteur gouvernemental, et c'est différent que de le faire dans le secteur automobile pour ne citer que ceux-là. Alors, la connaissance des secteurs d'activité économique, des industries est extrêmement importante, combinée évidemment à une compétence en matière de technologie et aussi à des habiletés de gestion du changement. Parce que quand on parle d'introduire de nouvelles technologies de ce type-là, évidemment, ça force l'évolution des façons de faire, le changement de nos processus. Et donc, nos professionnels et nos clients doivent aussi conjointement porter ces compétences de gestion du changement-là. Et d'ailleurs, certains de nos cours et de nos contenus sont aussi disponibles pour nos clients. Et pour s'assurer qu'on est en étroite collaboration, et je termine avec ça, à chaque année, on a un processus très complet où on rencontre nos clients en personne. On fait 1500 entrevues à travers le monde dans cette quarantaine de pays où nous avons une présence, et on les interroge sur les tendances, leurs projets, les évolutions, leurs besoins également.
pour s'assurer que l'expertise qu'on leur apporte est vraiment à point et répond à leurs besoins. Et d'ailleurs, les principales observations de ces entrevues-là sont disponibles sur nos sites web si ça intéresse les gens qui participent à la conférence aujourd'hui. C'est une mine d'informations assez intéressante. Merci, Monsieur Labelle. On voit vraiment cette question de la mise à jour des compétences, c'est central dans la question de la transformation numérique. Madame Begg, du point de vue de l'Ordre des ingénieurs regroupe des milliers de membres qui exercent dans des milieux très différents, comme vous l'avez mentionné dans votre première intervention. Comment est-ce que vous pouvez voir cette question de la transformation des compétences, de la mise à jour des compétences dans des domaines qui sont sans doute très diversifiés? Très diversifié, vous avez raison, mais aussi c'est qu'on avait toutes les disciplines de génie, mais avec le temps, maintenant, ce qu'on voit, c'est que n'importe quelle discipline dans laquelle vous travaillez, que ce soit en chimique, en environnement, les technologies, l'informatique devient de plus en plus présent. Donc, ceux qui ont gradué un certain nombre d'années doivent se mettre à jour sur cette réalité-là parce que c'est dans tous les domaines, on l'a vu dans les exemples plus tôt. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que les panélistes ont dit, donc la compétence technique doit être développée. Mais je pense que la compétence éthique aussi doit être une compétence très importante qui doit être davantage de plus en plus présente dans nos compétences parce qu'on le sait, l'intelligence artificielle vient avec ses défis, ses risques et l'éthique est super importante. Plusieurs des panélistes l'ont mentionné aussi, les soft skills. Je trouve que souvent, lorsqu'on pense à technologie, on pense à intelligence artificielle, on pense beaucoup à informatique, programmation, tout ça, numérique. Mais toutes les soft skills sont hyper importants. Ça a été mentionné par quelques-uns, communication, travail d'équipe, gestion du changement, sens politique. Donc, tout ça, c'est super important. Et du point de vue de la profession, oui, c'est très bien que des entreprises comme CGI qui offrent ces formations-là à leurs employés, tant mieux, c'est excellent. Mais on en a plein d'autres qui n'ont pas accès à ces formations-là en ce moment. Donc, il faut penser à eux, à comment on va les amener à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier ceux qui sont dans les milieux universitaires en ce moment, ceux qui sont au cégep aussi. Les programmes doivent être adaptés, pas juste ceux de l'Université de Laval, mais je parlais de d'autres universités aussi parce qu'on a des ingénieurs qui viennent de toutes les universités, donc Montréal, McGill, Sherbrooke, ETS. Donc, toute cette réflexion-là doit aussi se faire pour que dans les programmes universitaires, la prochaine cohorte, les prochaines relèves puissent avoir ces compétences techniques, éthiques et relationnelles que j'appellerais. Donc, tout un chantier, mais je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été mentionné par nos panélistes également. Merci, Madame Begg, pour cette présentation. Maintenant, je voudrais vous emmener un petit peu plus loin, regarder la question de la transformation numérique, peut-être d'un petit peu plus haut du point de vue de la législation, du point de vue de la régulation. Many regulations give way to legal gray areas that will require lawmakers and organizations to play a major role in navigating the future. Andrew, what is the most needed regulatory change to catch up with AI and technological developments? Steve, that's a big question and one which we're spending a fair amount of time thinking about. Let me try to frame it two different ways. One, neither the word regulation is binary. It's a continuum of different concepts. Likewise, AI. And just quickly on regulation, we're here at the OECD trying to study the continuum, everything going from kind of soft principles to self-regulatory agreements by industry, all the way to pretty stringent binding legislation, which you're beginning to see emerge in some parts of the OECD. We're tracking these different types of legislative approaches on what we call the OECD AI Observatory. We got more than 300 different policies on that platform from 60 different countries. And I should say, Canada was amongst the first to begin to think about this. And I think Canada is very well positioned. I just want to come back to Canada in a second. The other thing is trying to get a better fix on what we mean by AI. It's come to become an umbrella term, and that makes for messy legislation if you don't narrow it down. We're trying to develop a classification system for policymakers to think a little bit more carré about this. And that's looking at 4 different dimensions. Where the AI system's deployed, clearly it makes a big difference whether it's a chat box or an automated vehicle. Okay.
The second is, what's the data going into the AI system? If it's personal data, they may have a different sensitivity than if it's pure just engineering data. Which AI technology is being used? It's quickly evolving. And second, what does the system do? What does it oversee? And again, there's a big difference between a video recommendation versus whether or not you're making a criminal sentencing guidelines. These are completely different, and we need to begin to differentiate. And it's up to policymakers like Minister Khare who to begin to look at the blend between the two of these different continuums. And that's really where our work has been focusing. What's the sweet spot? I guess I would just end by saying it's a little premature to say. Things are quickly evolving, and I think you have to be careful getting too specific legislation because there could be innovations occurring in AI that could help us solve policy problems like potential bias in a system. Merci, merci Andrew. Monsieur le ministre, dans votre mot d'introduction, vous avez parlé d'une stratégie d'introduction de l'intelligence artificielle au gouvernement du Québec. Dans ce contexte, par rapport aux modifications législatives ou réglementaires qui sont nécessaires, comment est-ce que vous vous situez actuellement à ce sujet? Écoutez, c'est un très vaste chantier. J'écoutais mes collègues du panel dire qu'il y avait des considérations éthiques, évidemment, à prendre en considération, bien évidemment. Donc, dans la stratégie, nous allons aborder ces questions-là sur l'éthique. Qui décide, qui est imputable de la décision, comment on peut, évidemment, rendre des comptes suite à une décision qui aura été le fruit, notamment d'un processus mu par l'intelligence artificielle. Nous sommes aussi au Québec, je vous dirais, gérés par deux lois. La loi d'accès à l'information qui protège nos renseignements personnels que nous sommes à revoir, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale, et aussi la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information qui va nécessiter, bien évidemment, peut-être une mise à jour. Maintenant, là-dessus, M. Jacob, vous me permettrez d'être prudent. Je ne voudrais pas commettre un outrage au Parlement en discutant des contenus d'un projet de loi avant que les députés de l'Assemblée nationale aient l'occasion d'en discuter eux-mêmes. Mais clairement, écoutez, la loi d'accès à l'information est une loi qui a été adoptée dans les années 70. Vous comprendrez que la transformation numérique n'était pas à l'ordre du jour dans les années 70. Donc, aujourd'hui, c'est une toute autre loi qui doit nous régir, qui doit prendre en considération les questions dont je viens de vous faire mention. Et d'autres questions aussi qui sont tout aussi importantes sur comment on doit disposer des données. Toute la question de l'utilisation de la biométrie sur l'identification, l'authentification. Donc, beaucoup de questions qui sont à aborder, qui devront se traduire par nos mises à jour importantes de notre cadre législatif. Et c'est sur ce qu'on travaille présentement. Merci, monsieur le ministre, pour ces précisions. Puis je voulais effectivement pas vous mettre dans l'eau chaude avec un outrage au Parlement en cette fin d'année. Il y a d'autres soucis à avoir dans la vie que cela. Sur la question de l'éthique, il y a plusieurs panélistes qui viennent d'en parler. On voit aussi qu'il y a des initiatives qui se multiplient, notamment des initiatives AI for Good qui voient le jour pour créer des technologies intelligentes, davantage éthiques, qui vise à développer un monde meilleur, un monde plus juste. Donc, on observe que l'innovation responsable gagne en interactivité. Monsieur Labelle, quelles sont les implications de ce virage éthique pour les entreprises ou les organismes publics et quelles seraient les valeurs ou principes qu'on devrait privilégier dans ce développement de l'innovation responsable? C'est une excellente question et je suis content qu'on soulève la question de l'éthique en particulier parce que c'est au cœur de tout ce qu'on fait. D'ailleurs, chez nous, chez CGI, on a un processus par lequel l'ensemble de nos professionnels signent annuellement le code d'éthique de l'entreprise qui évolue évidemment pour refléter l'évolution du monde dans lequel nous vivons. Mais on s'assure qu'annuellement, c'est suivi d'une formation et d'une sensibilisation. C'est pas simplement de prendre connaissance d'un document et de le signer, mais c'est aussi d'en réaliser
et d'en comprendre toutes les implications. Donc, on s'est fait un point d'honneur d'être extrêmement rigoureux sur cette question-là. Et ça s'articule, pour répondre plus directement à votre question, autour des valeurs que nous estimons extrêmement importantes, particulièrement en lien avec le domaine que nous discutons aujourd'hui. Je pense entre autres à l'objectivité et l'intégrité. Alors nous, on travaille dans le domaine des technologies. C'est un domaine où il y a évidemment beaucoup de fournisseurs de logiciels qui évidemment commercialisent leurs produits. Nous, on s'est fait un devoir de rester indépendants des fournisseurs de technologies et d'appuyer nos clients avec la plus grande objectivité et intégrité. Donc, ce n'est pas nous qui choisissons les technologies pour eux. Nous pouvons les accompagner. Évidemment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a l'expertise de ces technologies-là, on a les connaissances de ces technologies-là, mais on s'assure que nos professionnels gardent toujours cette entre guillemets, cette indépendance et sont en mesure de conseiller nos clients avec les meilleures connaissances dans un esprit, et ça, c'est peut-être deux autres valeurs importantes, dans un esprit de partenariat et de qualité. Donc, quand on s'engage avec un client, c'est vraiment pour le long terme, c'est vraiment pour bâtir et comprendre leur domaine d'affaires, comprendre leurs besoins. Et ça veut dire qu'on a accès, évidemment, à des informations sur leurs activités, éventuellement sur leurs données, les données de leurs clients. Donc, ça requiert encore une fois un sens d'éthique et un souci de la qualité qui sont essentiels. Je ne pense pas que nous pourrions être encore là bientôt 45 ans plus tard sans avoir été extrêmement fidèles à ces valeurs-là. Merci, Monsieur Labelle. Madame Bègue, la profession d'ingénieur est au cœur de la question de l'innovation, des développements. Quelle place l'OR et la profession en général accorde-t-elle actuellement à cette question de l'innovation responsable, à cette question de la mise en évidence de valeurs et de principes éthiques? Une excellente question. Et l'OR accorde une importance très importante sur l'innovation responsable. D'entrée de jeu, il faut accepter, reconnaître que le risque zéro n'existe pas dans ce milieu-là. Ça, il faut l'accepter, ça vient avec, peu importe les principes qu'on mettra en place, il va y avoir du risque. Il faut savoir gérer ce risque-là. Donc, il faut avoir une pensée critique, il faut avoir du jugement. Une fois qu'on dit ça maintenant, quels sont les principes qui vont nous aider à avoir une innovation responsable? Nous, on a participé à la Déclaration de Montréal pour justement l'intelligence artificielle responsable et on a émis une série de principes. Je vais pas toutes les nommer aujourd'hui, j'en ai choisi quelques-unes que je considérais qui étaient plus importantes. Et la première, je parlerai de l'imputabilité professionnelle. Parce que lorsqu'on fait du développement, de l'innovation, il y a plusieurs personnes qui y travaillent. À la fin, c'est facile de dire c'est la faute de tout le monde et de chacun. Et donc, il faut être capable de rattacher à la fin l'imputabilité professionnelle de ce qui a été développé. Donc, ça, c'est vraiment un des premiers principes auxquels on croit. Le deuxième principe, je l'ai dit, c'est de plus en plus des équipes multidisciplinaires qui travaillent. Donc, il faut avoir de la diversité dans ces équipes-là. Il faut être inclusif. Pourquoi? Pour éviter d'avoir un même groupe de personnes qui pensent de la même façon et qui vont développer quelque chose avec plein de biais. Donc, on favorise énormément l'inclusivité et la diversité. C'est un des principes fondateurs auxquels on croit. Et peut-être le dernier que j'aimerais parler, puis souvent lorsque j'en parle, je reçois soit des textos, des messages sur LinkedIn parce que ça dérange un peu, mais une forme de transparence, une forme de responsabilité des erreurs commises, parce qu'on va en faire des erreurs, mais plus on va en parler, plus on va corriger, plus on va être transparent sur ces erreurs-là, mais plus on va être capable d'avancer collectivement. Donc, s'il y a un autre des principes auxquels on croit et qu'on pense qu'il va aider à avoir de l'innovation responsable. On en a plusieurs autres, mais je vous dirais qu'ici, c'est peut-être les trois principaux pour lesquels on croit vraiment. Merci beaucoup pour cette présentation, Madame Bègue. On est en train vraiment de couvrir plusieurs enjeux de cette transformation numérique. On a vu la question des compétences, on a vu la question des changements réglementaires, on parle d'innovation responsable, mais on parle surtout de transformation, de réforme, de modernisation, de mise à jour. Je voudrais vous entendre un petit peu sur cette question des changements de gouvernance qui sont nécessaires pour modifier
le fonctionnement des organisations publiques ou privées, puisqu'on sait que ces exercices de modernisation, de transformation, ce sont des exercices qui sont difficiles, qui se heurtent bien souvent à différents obstacles. On parle couramment de la fameuse résistance au changement. Comment est-ce que le succès de la transformation numérique, qui va dépendre des initiatives de gestion du changement des organisations, peuvent se concrétiser? Monsieur Labelle, est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur des modes de gouvernance qui contribuent à une transformation numérique réussie? Oui, je pense que c'est un élément extrêmement important derrière le succès de toutes les transformations réussies. Quand vous questionnez ceux qui ont traversé ça, la gouvernance, c'est toujours un des éléments qui ressort en haut de la liste. Et pour moi, l'élément le plus critique à cet égard-là, c'est vraiment le décloisonnement des organisations traditionnelles, particulièrement entre les secteurs des technologies de l'information et les lignes d'affaires, les dirigeants des opérations qui sont concernés par le changement. Et trop souvent, on a laissé, ça peut paraître curieux venant d'un dirigeant d'une grande entreprise qui est dans le secteur des technologies de l'information, mais on a souvent laissé l'initiative aux technologues, aux gens qui avaient la connaissance technologique, sans suffisamment impliquer les dirigeants des lignes d'affaires. Et ce qu'on voit de plus performant actuellement comme modèle, c'est quand on arrive à briser les silos et à faire en sorte que tous les secteurs de l'organisation participent aux structures de gouvernance que l'on met en place, au comité de pilotage, par exemple, au comité stratégique, à la définition des besoins d'affaires, de sorte qu'on n'a pas d'écart entre les perceptions et entre les objectifs de ce qu'on veut réaliser. Donc ça, c'est certainement, je dirais, l'élément le plus critique et qu'on voit prendre place dans toutes les organisations, je vous dirais, qui ont du succès aujourd'hui avec leurs initiatives de transformation. Ces meilleures pratiques-là sont en place. Merci, Monsieur Labelle. Monsieur Kerr, je peux pas m'empêcher de me tourner vers vous quand j'entends Monsieur Labelle nous parler d'un petit peu de ces défis de gouvernance, puisque un défi majeur de la transformation numérique dans l'administration publique, c'est de pouvoir briser les silos. Quelle est un peu votre opinion sur cette question de la gouvernance et de cet amenuisement, atténuation des silos administratifs? Écoutez, je pense que ce que nous, on a mis en place pour en arriver à ça, parce que je suis tout à fait d'accord avec M. Labelle, les silos, puis je vous dirais particulièrement au gouvernement du Québec, la structure légale, législative et organisationnelle du gouvernement a favorisé l'émergence de ces silos-là. Et la transformation numérique, bien évidemment, est allergique aux silos, donc il faut réconcilier l'irréconciliable et de la façon dont on s'y est pris, d'une part, moi je pense que ça prend une entité centrale dont c'est l'objectif, dont c'est la raison d'exister, cette capacité-là à faire une veille technologique, à s'inscrire dans l'écosystème, à travailler avec l'ensemble des partenaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit les milieux académiques, les milieux de recherche, l'entreprise privée, tous les secteurs de la société. Donc, de rester branché sur les tendances, ce qui s'en vient, et de faire la différence aussi entre ce qui est important, ce qui est bon pour l'organisation, puis ce qui est un gadget. Et donc, avoir aussi des milieux des milieux de laboratoire pour tester cette innovation-là, pour s'assurer que ce qu'on déploie, ce sont d'abord des innovations qui sont utiles mais qui sont matures. Très important, parce qu'on parlait de résistance au changement, que nous, on a mis en place. Je parlais tout à l'heure d'un partenariat avec l'Université Laval, mais on a le même partenariat avec l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, parce que ce qu'on réalise, c'est que souvent, nos cadres et cadres intermédiaires sont le nœud de résistance le plus important se trouve à peu près à ce niveau-là. Et souvent, c'est une question de formation et d'information. Donc, de permettre à ces cadres-là qui, dans un contexte X, seront des poches de résistance au changement, de les amener à devenir des vecteurs d'accélération du changement par une formation sur la transformation numérique, les avantages de la transformation numérique, comment on gère l'innovation, comment on gère le changement. Par exemple, vous le savez, au mois de mars dernier, le premier ministre du Québec a demandé à l'ensemble du gouvernement de travailler autant que faire se peut en télétravail
on a mis en place une formation pour nos cadres, comment ça se gère des équipes qui sont en mode délocalisé, en mode de télétravail, comment on s'assure de la poursuite des opérations alors qu'on est habitué à ce que les gens soient en présentiel, à ce qu'on voit les individus arriver au travail, partir au travail, superviser le travail. Maintenant, on n'est plus dans ce mode-là. Donc, beaucoup de formations, beaucoup d'informations qui vont faire en sorte que, d'un côté, avec le Centre québécois d'excellence numérique, par exemple, on va s'assurer que les innovations qu'on amène au gouvernement du Québec sont matures et elles sont utiles, elles ont une plus-value, elles nous permettent d'être une organisation plus performante. Et de l'autre côté, une formation des cadres qui sont ceux, dans le fond, les chefs d'orchestre de cette transformation numérique-là, de leur donner les outils pour jouer pleinement ce rôle-là et, comme je l'ai dit, d'être des vecteurs d'accélération du changement et de mise en place du changement plutôt que de les garder dans une situation où ils vont plutôt être résistants à ce changement-là. Donc, avec essentiellement, il y a d'autres mesures, mais les deux principales mesures qu'on met en place sont celles-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à briser cette culture du silo. D'expliquer aussi, et ça, ça peut sembler simple, mais ça n'est pas autant qu'on pourrait le penser, d'expliquer à nos gens que, ultimement, ils sont des employés du gouvernement du Québec et non pas des employés de tel ou tel ministère ou de telle ou telle organisation, comme si le gouvernement du Québec devenait une espèce d'entité intangible. Au final, on travaille tous pour une seule organisation qui s'appelle le gouvernement du Québec et dont la mission est de donner des services à sa population. Puis quand on travaille ensemble, quand on travaille en partage, en co-création, évidemment, on est toujours plus fort, plus performant que quand on travaille en repli sur soi-même. Merci, Monsieur le ministre. On approche de la fin du panel. Je voudrais quand même me tourner vers Madame Bègue pour vous demander brièvement quels sont ces changements de gouvernance qui sont nécessaires pour que la transformation numérique soit réussie. Je suis entièrement d'accord avec M. Labelle. Technologie doit être un partenaire transversal à tous les départements, lignes d'affaires. Entièrement d'accord avec le ministre, la formation, avoir des leads et tout ça. Vous avez aussi beaucoup parlé de la résistance au changement. Il faut comprendre d'où vient cette résistance-là pour être prêt à être capable d'articuler le changement. Et l'étude de Cyrano en 2017 montrait que 53,9% des gens avaient peur de perdre leur emploi. 60,8% des gens avaient peur que l'intelligence artificielle ou technologie vienne modifier leur travail. Et ces données-là ont été confirmées par notre autre panéliste, M. Wyckoff, qui disait que 40% des emplois étaient à risque de se voir changer. Fait que quand on a ça en arrière-esprit, qu'on comprend les craintes en arrière, je pense que ça peut nous aider à avoir une meilleure gouvernance. C'est important d'avoir une vision commune de qu'est-ce qu'on fait, vers où on s'en va, pourquoi on le fait et de le communiquer avec les employés de façon continue. Ça a été mentionné, la formation, avoir des leads, des super utilisateurs qui vont montrer comment faire. Mais j'ajouterais 2 éléments à ça, avoir du courage. Ça prend du courage pour faire ces transformations-là et le courage de prendre des décisions difficiles quand c'est le temps de les prendre, s'entourer des bonnes personnes et ultimement, faire cette transformation-là à la bonne vitesse. Souvent, je vais voir des plans qui sont faits avec des échéanciers, mais le fruit n'est pas mûr, on n'est pas rendu à la bonne place. Donc, savoir s'adapter tout au long de cette transformation-là, en même temps que les employés, l'organisation évoluent. Donc, il y a plusieurs éléments à prendre en considération pour une transformation numérique réussie, mais je pense que ça se fait, on le voit dans certaines entreprises en ce moment. Mais merci, Madame Bègue. Le titre du panel s'intitulait « Humains contre robots », ce qui signifie qu'on n'a pas complètement la certitude que dans le futur, les robots ne nous domineront pas un jour. Je ne sais pas s'il y a des parieurs parmi vous, mais je voudrais tout de même vous poser une question pour conclure ce panel. Sur qui miseriez-vous dans un combat entre un humain et un robot, Monsieur Kerr? Je miserai toujours sur l'être humain. Je pense que l'actif le plus précieux, c'est ce qu'on est intrinsèquement. Et je ne vois pas le jour où les robots pourront, dans la globalité de ce que nous sommes, pourront accoter ce que l'être humain est capable de faire. Monsieur Wyckoff? I'm going to be the two-handed economist and say I think it's going to be a combination of the two. You're going to see them morph. I think you already are. One
when I was a kid, we were talking about the $6 million bionic man, and I think you're beginning to see that come forward. But what I worry about there, just quickly, are people like us are going to be able to afford those implants or whatever, and it's going to be another wedge of inequality, which I think we need to be mindful of, and we need policies in place that are beginning to foresee this, because it's not far into the future, and that's where more anticipatory type government, I think, is needed. Too often, maybe we're in a reactive mode, and I think panel like this one is testament to that. That type of mentality needs to change. Merci, Monsieur Wyckoff. Madame Bègue, sur qui allez-vous miser? Écoutez, cette question-là me fait sourire. Ça m'a rappelé au primaire, il n'y a pas si longtemps de ça. On m'avait promis jeune une société de loisirs où tout serait par des robots, où on aurait pu à travailler. Et j'étais jeune, puis je me suis dit, my God, je suis née à la bonne époque, je travaillerai pas et ça va être les robots. Bon, aujourd'hui, je travaille encore beaucoup. Je ne vois pas ces robots-là autour de moi tout faire à ma place. Donc, je vais miser sur le robot. Excusez-moi, sur l'humain. Mais je pense que le robot est là pour nous supporter, nous aider à améliorer les choses. Mais je mise sur l'humain, sans aucun doute. Merci, Madame Bègue. Monsieur Labelle? Je vais trahir ma différence d'âge avec Madame Bègue parce que moi, j'étais au cégep quand on nous a promis la Société des loisirs. Mais de toute façon, on en est au même point, n'est-ce pas? Mais moi aussi, je vais miser sur l'humain. Je pense que les qualités de jugement, d'intelligence émotionnelle et d'innovation vont faire en sorte espérons-le, on gardera toujours le contrôle sur ce qu'on développe. Mais je pense que le commentaire d'Andrew est extrêmement pertinent et il faut aussi garder une certaine prudence et rester dans un environnement relativement contrôlé, mais définitivement, je pense que l'humain l'emportera. Merci beaucoup. Donc, on voit que l'humain a quand même une bonne longueur d'avance dans vos prédictions pour le futur. On se retrouvera peut-être dans 30-40 ans pour voir si cela s'est avéré. Je voudrais vraiment vous remercier tous les quatre pour ces échanges. C'était extrêmement intéressant. Merci Monsieur Rick et Monsieur Kerr. Merci Monsieur Wyckoff. Merci Madame Bègue. Merci Monsieur Labelle. Et bonne continuation pour la conférence de Montréal. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Au revoir.